Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David. Scène de violence insoutenable hier lors des manifestations du 1er mai. Fast-food, agences immobilières et agences bancaires saccagées. Magasins bio saccagés et pillés, pompiers agressés et frappés, tout comme les forces de l'ordre par les Black Blocs et autres antifas, et y compris le reporter de Sud Radio, notre ami Clément Barguin, qui sera avec nous dans quelques instants. D'où notre premier débat, faut-il des sanctions plus lourdes contre les casseurs? Et vous êtes 90,5% à dire oui. Avec nous, Mathieu Vallet, porte-parole et secrétaire national adjoint du SICP. Commissaire Mathieu Vallet, bonsoir. Bonsoir. On va écouter notre reporter Clément Barguin qui va nous raconter ce qu'il a vécu. Bonsoir Clément. Bonsoir Philippe, bonsoir à tous. Alors est-ce que ça va mieux ? Oui, ça va mieux aujourd'hui. Ce qui s'est passé, c'est donc hier, j'étais à la manifestation du 1er mai pour faire un reportage. Et c'est aux alentours de 15h30, en fait, sur le boulevard de Voltaire, je me suis retrouvé à proximité d'un groupe de casseurs. J'avais mon téléphone à la main, mon enregistreur, et un homme a foncé sur moi, m'a plaqué contre une grille de magasin fermé et a commencé à me donner plusieurs coups au ventre, a tenté d'arracher mon téléphone, d'arracher mon enregistreur, parce qu'il croyait que j'étais en train de filmer ces casseurs qui s'en prenaient à une vitrine d'assurance. Ça a été très violent, ça a été très furtif, mais très violent. Heureusement que d'autres manifestants sont tout de suite intervenus pour séparer cet individu. Et voilà, j'ai été vraiment choqué sur le moment. C'est la première fois que je suis victime d'une agression physique sur le terrain. Et c'était extrêmement tendu comme situation. Vous avez porté plainte ou vous allez porter plainte ? Oui, je suis allé porter plainte dès hier après-midi. J'ai un peu hésité à le faire en me disant ça sert pas à grand-chose. Mais après quelques minutes de réflexion, je me suis dit que non, on pouvait pas laisser passer ça. Que moi, mon rôle de journaliste, c'est de raconter ce qu'il se passe sur le terrain, de transcrire au plus proche de la réalité les émotions, les revendications qui sont dans ces cortèges. Et là, je me suis retrouvé à côté de ce groupe de casseurs. Moi, j'ai pas tout compris ce qui s'était passé. C'est allé très vite et ça, j'ai vraiment été surpris. Et voilà, d'être une cible comme ça pendant une manifestation parce qu'on est journaliste, c'est purement et simplement scandaleux. Et c'est pour ça que j'ai décidé de porter plainte. Merci beaucoup Clément Barguin. On vous laisse vous reposer et vous avez le soutien de toute l'équipe de Sud Radio. Bien évidemment. Mathieu Vallet, vous avez entendu notre confrère Clément Barguin. Que risque la personne qui l'a frappé délibérément au ventre ? D'abord, j'apporte à Clément Barguin, votre journaliste, mon soutien absolu, et on ne le dit pas assez. Parfois, les gens pensent au contraire, mais on a besoin des journalistes sur les manifestations. Mon syndicat propose même qu'ils intègrent les formations de police en maintien de l'ordre, parce que c'est eux qui montrent en réalité les images. Le pompier agressé hier, les vitrines dégradées, c'est grâce aux journalistes présents qu'on a pu voir ces images et la réalité en fait de ces manifestations. La personne qui a agressé en fait votre journaliste, si elle l'a fait avec des armes, si elle l'a fait dans les conditions qu'on connaît, elle risque une peine d'emprisonnement. C'est un peu compliqué parce que sans ces circonstances aggravantes, c'est en fonction de l'interruption totale de travail qui est déterminée par un médecin agréé par la justice, qui déterminera au-dessus de 8 jours si c'est délictuel, en dessous de 8 jours si c'est contraventionnel. Bon, là, au vu de ce qu'il raconte, je pense qu'on est dans le délictuel. Je ne sais pas si je réponds tout de suite à votre question sur les sanctions et pourquoi, en fait, depuis 5 ans, les gens peuvent nous dire, en 2022, comme en 2017, comme en 2018, on a l'impression que rien n'a changé dans les maintiens de l'ordre et dans ce qui s'est passé hier. Ah, Mathieu Vallet ? Ouais, vous m'entendez ? Oui, le maintien de l'ordre et ça a coupé. Oui, je vais juste vous dire, alors je réponds à votre question initiale sur pourquoi ça combien il donne risque, le sentiment jaune. Combien il risque pour avoir frappé Clément ? Ça dépend. Si c'est une ITT supérieure à 8 jours, la peine initiale, c'est 3 ans d'emprisonnement, 75 000 € d'amende. En revanche, il y a des circonstances aggravantes. S'il l'a fait l'auteur présumé en réunion, s'il a utilisé une arme, vous voyez, c'est le droit pénal sur les de personnes qui après augmente la peine et l'amende encourue, s'il y a des circonstances aggravantes qui s'y rajoutent. C'est toujours très technique, donc très difficile de résumer en quelques mots. Mais en réalité, votre confrère a raison de déposer plainte. Par contre, ça, je ne peux plus l'entendre. Quand on se fait agresser, quand on se fait insulter, il faut aller déposer plainte au commissariat. Ça prend parfois du temps, mais on ne peut pas laisser impuni en fait ce genre d'agissement. Philippe Bilger.
D'abord, j'approuve absolument l'analyse juridique qui vient d'être faite et bien sûr, Philippe, vous avez eu totalement raison d'exprimer en notre nom à tous notre sympathie à l'excellent Clément Barguin. Moi, je suis frappé, la question de Sud Radio est tout à fait pertinente, mais elle me semble en permanence relever de quelque chose qui cherche à faire croire que la normalité marche bien. Lorsque j'entends cette interrogation, faut-il sanctionner plus sévèrement? J'ai envie de dire, il faut sanctionner. En réalité, le problème aujourd'hui, c'est que la quotidienneté elle-même, dès lors qu'elle est faite de transgressions, d'infractions délictuelles et parfois même criminelles, ne trouve pas les réponses que l'état de droit et l'efficacité sociale devraient inspirer. Donc le problème n'est pas de savoir s'il faut sanctionner davantage, c'est d'interpeller, de sanctionner, de condamner si l'infraction est établie. Au fond, j'aimerais que d'une certaine manière, il y ait une sorte de banalité de l'état de droit qui, à chaque nouvelle crise de violence, n'exige pas de nouvelles lois ou des sanctions plus dures, alors que celles qui existent, qu'on pourrait utiliser, ne le sont pas. Alors, derrière tout cela, et je finis, je pourrais durer, malheureusement, il y a l'impuissance et la faiblesse du pouvoir politique. Moi, je considère que c'est là le poison fondamental de notre République, c'est qu'on a un pouvoir politique, qu'il soit de droite ou de gauche, et je dirais le en même temps est peut-être le pire, qui ou bien ne veut pas considérer les transgressions parce qu'ils se sont incapables de les réprimer, ou bien s'en moque d'une certaine manière et préfère à la limite laisser courir au risque de mécontenter une partie des citoyens plutôt que d'user des moyens dont la police a à la disposition, force légitime contre les quelques violences illégitimes qu'elle peut commettre, et pardon, qui sont très rares. Mathieu Vallée. Pardon d'avoir été trop long, hein, vraiment. Je souscris entièrement à l'analyse de Philippe Bilger. J'ai en fait rien à rajouter, sauf une chose. Nous, ça fait 2 ans et demi qu'on propose une nouvelle mesure. On marche sur la tête, rendez-vous compte, vos auditeurs doivent le savoir. Aujourd'hui, le préfet peut interdire des supporters violents d'aller dans des enceintes de foot, alors que des personnes violentes, des personnes qu'on connaît, puisqu'une partie sont fichées S, c'est-à-dire une fiche sûreté dans les services de renseignement pour faire partie des mouvances ultra-radicalisées, contestataires et violentes, et ben ces personnes-là, le préfet ne peut pas les interdire de venir dans les manifestations. Alors est-ce que, même si comme vous j'aime le foot, on préfère interdire les supporters violents de stade plutôt que les gens violents de saccager les manifestations? C'est la question qu'on pose. En fait, on nous dit que la Constitution ne le permet pas. Bon, visiblement, la liberté d'aller au foot est supérieure à la liberté de manifester. Et ce qu'on propose, et Philippe Bilger pourra peut-être nous dire son avis, c'est que, à la limite, le temps qu'on consulte les Français ou la Constitution sur ça, on peut obliger les magistrats à systématiser, lorsque les personnes sont condamnées, l'interdiction de paraître dans les manifestations. Parce que les gens que vous avez vus hier, Black Bloc, ultra-gauche, extrême-gauche, radicalisés, en réalité, pour la grande partie, sont connus des services de renseignement. Et malheureusement, on n'a pas les outils juridiques pour les empêcher de venir en amont. Françoise Degois. Oui, alors moi j'entends tout ce que vous dites. Je pense que la légende qui consiste à dire que ces gens sont relâchés, c'est pas vrai. J'en parlais avec un ami avocat à moi qui est vraiment alors de droite, il pas soupçonnable de laxisme, me disait en réalité ça y va. C'est-à-dire que l'idée qu'il y a eu un laxisme et une impunité, ça n'est pas vrai. Déjà, pour commencer, ça c'est le premier point. Le deuxième point concernant les Black Blocs, j'entends ce que dit Mathieu Vallée, j'entends toujours le même discours. La réalité, et c'est valable aussi sous un gouvernement que je soutenais, il est inimaginable. Le comportement de la police avec les Black Blocs n'est pas acceptable. D'abord, ultra-gauche, extrême-gauche, je vous prie, il y a probablement des aliments radicaux. Je connais très bien les Black Blocs. J'étais, en tant que journaliste à Gênes, donc je sais très bien de quelle nature sont faits
C'était les pour le Black Blocs, G7. pour le G7, où on s'est tous, les journalistes, on s'est fait taper dessus par la police italienne et par les Black Blocs. Alors, je comprends le traumatisme de Clément. Moi, j'ai mis des semaines à m'en remettre. Clément, toute notre amitié, Clément Barguin. Mais je veux dire par là qu'il y a une réalité, c'est que hier encore, la police a laissé faire les Black Blocs. Les images, elles sont accablantes. Je parle pas des policiers blessés. Je vous dis juste que la façon dont cette manifestation a été, le maintien de l'ordre a été organisé, ou plutôt inorganisé par la préfecture de police, c'est pas acceptable. Moi, j'ai le souvenir même, et ça n'a rien à voir avec ce gouvernement, j'ai le souvenir de Black Blocs tranquillement en 2010-16 qui se changent comme ça sous les caméras. Il y en a 200 au premier rang et on ne les interpelle pas. Donc il y a quelque chose que se pose l'opinion. On aura beau dire blablabli, blablabla, c'est pas vrai. Les gens se demandent inlassablement comment il est possible que les policiers qui sont très actifs, comment dirais-je, et les braves dans d'autres temps, et notamment pendant les manifs des Gilets jaunes, comment se fait-il que ces Black Blocs ne soient pas... je veux bien comme sorte la Constitution, vous savez que ça n'est pas tout à fait exact. Donc moi, je suis révolté par les saccages, par les agressions de journalistes, par cette espèce de grand vocable, l'extrême gauche, l'ultra gauche, oui, des anarchistes, c'est assurément. Et le dernier point, je suis révolté par le comportement policier, comme toujours. Hier, ça n'a pas manqué, si vous voulez, à la règle générale du laisser-faire. C'est pas Mathieu Vallet. Non, mais j'entends ce que on dit là, mais en réalité, au début, mais vous l'avez peut-être pas vu, place de la République, il y a eu un Black Bloc qui s'est constitué et on a les compagnies d'intervention de la préfecture de police de Paris qui ont dissous ce Black Bloc. Après, hier, on avait préparé, la préfecture de police, le dispositif avec les organisations syndicales qui s'étaient engagées à sécuriser, encadrer et gérer le cortège de la place de la République et la place de la Nation. Donc on avait mis les forces dans les rues adjacentes. Force est de constater qu'à un moment donné, on nous reprochait de faire de l'encagement, c'est-à-dire mettre des policiers devant le cortège, derrière le cortège et sur les côtés, ce qu'on appelle le flangardage. Et hier, on a fait un choix différent, effectivement, où les forces mettaient plus de temps à intervenir. Et je suis d'accord avec ce que Philippe Bilger disait aussi, il y a une responsabilité du pouvoir politique. Quand on donne aux forces de l'ordre des instructions claires où on dit il faut y aller, il faut disperser, il faut aller au contact, il faut aussi accepter, à un moment, et je sais que j'aimerais avoir votre avis dessus, qu'on peut avoir d'abord des dommages collatéraux, parce que parfois on a des gens qui restent près des personnes violentes, et ensuite, en ordre public, on fait jamais des belles images. C'est compliqué, vous l'avez dit vous-même, quand on a des policiers blessés, quand on a des pompiers frappés, de pouvoir interpeller des voyous, des personnes en noir, et je pense que c'est elles qui font dénoncer, pas les policiers, lorsqu'on est dans des situations très dégradées, comme on l'a pu voir hier, notamment sur le boulevard Voltaire ou dans les rues adjacentes. Lydia Guirousse. À chaque manifestation, moi j'entends certains débats qui parlent de nouvelles doctrines de maintien de l'ordre. Je voudrais interroger monsieur le commissaire Mathieu Vallet, qui est du nord de la France, comme moi, et savoir quelles sont les évolutions en matière de doctrine de maintien de l'ordre qu'on peut très rapidement et très facilement mettre en place. Vous pouvez répondre en ch'ti pour lui faire plaisir, il n'y a pas de problème. Non, mais c'est vrai qu'on veut dire, on se connaît avec Lydia Guirousse. Non, mais ça va aller très vite en fait. Jusqu'à 2018, en fait, et ce que l'on a évoqué sur son propos, avant les Gilets jaunes, on avait une stratégie de mise à distance, c'est-à-dire qu'on évitait absolument le contact, sauf que les Black Blocs se sont joués de cette stratégie, ce qui a entraîné souvent des dégradations de commerce, des biens publics brûlés, ainsi que des agressions. Après 2018, en 1er septembre 2020, on a eu le nouveau schéma national de maintien de l'ordre, il faut le reconnaître, par M. Kastner, qui a été fait à la hussarde, à tel point que le Conseil d'État a censuré plusieurs de ses dispositions. François, Attendez, non, il n'a pas fini. Non, mais c'est mea culpa. Je vais très vite. Maxime, Et en 2021, M. Darmanin a rattrapé les manquements. Alors, par exemple, la stratégie systématique d'engagement a été rejetée par le Conseil d'État. Pareil pour l'usage des drones. Enfin, on a eu beaucoup de dispositions qui nous ont manqué parce que ça a été fait rapidement. On a eu le Beauvau de la sécurité. On a fait des propositions, nous, les syndicats de police. Je pense, par exemple, lorsqu'on nous dit pour la justice qu'il faut des preuves, c'est bien normal. Il y a eu le système de marquage, c'est-à-dire qu'on projette de l'eau avec un marqueur invisible sur les casseurs qui permet pendant plusieurs jours derrière de démontrer que c'est bien eux qui ont participé aux exactions commises. Ça, c'est toujours pas mis en place. On a aussi demandé à ce qu'on utilise beaucoup plus ces drones pour détecter les groupes à risque et aller les interpeller tout de suite. C'est très peu utilisé aussi. Et sur la stratégie de confrontation, en fait, le pouvoir politique a peur qu'il y ait des violences et qu'il y ait des mauvaises images qui après peuvent lui faire tort. Et c'est aussi ça qui manque aux policiers. C'est cette confiance supérieure de pouvoir aller au contact et d'interpeller. Non, mais je rassure non, mais Mathieu, j'entends ce que vous dites, Mathieu.
Quand Ouais. les policiers, en fait, ont les ordres clairs et les instructions nettes, Voilà. je peux vous dire que leurs mains ne tremblent pas, ils y vont pas pour se faire plaisir, mais justement pour que la manifestation se passe bien, parce que c'est vraiment notre leitmotiv. Françoise Degois. Je suis d'accord avec ce que vous dites sur, moi je l'ai dit peut-être très fort pendant des années avec la crise des Gilets jaunes, il y a la lâcheté politique qui a consisté à laisser la confrontation directe entre les policiers et les manifestants, elle est insupportable et à l'évidence, comment dirais-je, personne n'a retenu de leçon de cela. Il est évident que les policiers ne peuvent pas avoir un rôle social et politique. C'est pourtant ce qui a été fait. Et je vous le dis, tous les 1er mai, c'est la même histoire. Voilà, il y a probablement dans les non-ordres, pas les contre-ordres. Moi, je pense que vous êtes victime d'une chaîne de commandement. Je le dis, et j'ai toujours soutenu les policiers sur le terrain pour cette raison-là, parce qu'il est impossible d'être efficace. D'abord, quand vous êtes là-bas pour faire du maintien de l'ordre, ça ne fonctionne pas. Vous le savez très bien, ça marche pas. Vous savez pas faire ça. Et également, quand vous n'avez pas des ordres clairs de la chaîne de commandement, parce que il y a une vision politique qui est lâche en réalité. Et je trouve en plus que pour le 1er mai, systématiquement, c'est une fête très politique en plus cette année. Je pense qu'il y a eu un retrait, un ordre de retrait et de mise à distance anormale de la part de la police. Voilà. Mais ce n'est pas vous sur le terrain que j'incrimine. Vous savez, pendant les Gilets jaunes, j'étais souvent près de chez moi. Je passais, je voyais les cars de CRS avec les rations pourries que vous aviez. Franchement, honnêtement, la honte, espèce de petit plateau repas avec 3 trucs à bouffer, etc. J'ai bien compris le malaise et je le redis, la veulerie politique qui consiste à laisser les policiers régler un problème social. Philippe Bilger voulait ajouter un mot. Oui, parce que on peut penser ce qu'on veut de la répression contre les gilets jaunes qui eux-mêmes transgressaient des règles fondamentales, mais il y a eu différentes tactiques de police à leur égard aussi. Mais pour répondre à cette espèce de la conscience de la totale disparité entre l'action policière à l'égard des gilets jaunes et l'action policière telle qu'elle était dictée à l'égard des manifestations politiques ou syndicales, il faut bien voir que le pouvoir politique s'est tout permis à l'égard des gilets jaunes qui, globalement, étaient composés d'une multitude d'honnêtes gens qui, tout à coup, parfois se sont trouvés dans un dérapage violent, mais qui ne faisaient pas peur au pouvoir politique. Ils pouvaient tous se permettre avec eux. Tandis que dans les manifestations syndicales et politiques, le pouvoir politique est certain que si la police pouvait faire tout ce que la loi lui permet de faire, il y aurait immédiatement des réactions médiatiques, politiques, partisanes, et c'est pour ça que le pouvoir politique est très lâche. 2 poids 2 mesures, Mathieu Vallet, en 1 minute. Ah non, mais je vais très vite. Il n'y a pas 2 poids 2 mesures. Il y a, Madame Devoix l'a dit, on fait ce qu'on peut sur la voie publique avec les moyens qu'on nous donne et les instructions qui sont transmises. Par contre, un enseignement qui a été tiré, elle a parfaitement raison, on est d'accord, c'est qu'employer, alors elle a évoqué les brigades anticriminalité, mais même les policiers du quotidien sur du maintien de l'ordre lors des Gilets jaunes a été une erreur, non pas de nos policiers, mais des choix politiques. Pourquoi ? Parce que c'est des policiers d'abord qui étaient ni équipés, ni formés, ni aguerris aux techniques de guérilla urbaine, parce que moi, je fais la distinction. Les gilets jaunes, c'est les gens des campagnes, des zones rurales, des zones périurbaines qui souffrent et qui avaient des revendications légitimes. Moi, je parle des ultra-jaunes, des ultra-violents, en fait, de cette minorité qui a phagocyté ce mouvement et qui l'a transformé en mouvement violent au détriment des bonnes gens qui, d'ailleurs, en majorité, n'y allaient plus dans les semaines qui ont suivi le 17 novembre 2018. Donc voilà, donc on retire les renseignements. Nous, ce qu'on dit, c'est que sur beaucoup d'aspects d'ordre public, il faut qu'on avance avec notre ministère de tutelle et surtout, si on prend le temps de faire un schéma national de maintien de l'ordre, qu'on arrête de le changer tous les 6 mois parce que soit il est censuré par nos instances administratives ou nos instances judiciaires, soit parce qu'on va trop vite. On fait des propositions, tous les syndicats de police de tous les grades, justement pour améliorer la stratégie de contact, de confrontation, d'interpellation, utiliser les escadrons de gendarmerie mobile, les CRS et les compagnies d'intervention de la préfecture. Tout ça, ça nécessite les canons à eau et les marquages pour identifier et après interpeller les casseurs. Enfin, il y a beaucoup de propositions, malheureusement. J'ai écouté votre débat très intéressant avant. On est dans un temps très politique entre les présidentielles et les législatives qui font que moi, je vous le dis, j'en profite de votre antenne, il n'y aura pas de répit pour le nouveau ministre de l'Intérieur. Il y a encore beaucoup de travail à faire et il faudra rapidement mettre les choses sur la table. Et ça fait un 3e ch'timi puisque Gérald Darmanin est comme vous, Mathieu Vallet, et comme Lydia Guirous, originaire du Nord. 17h50. Les tweets ne suffiront pas. Les tweets ne suffiront pas. Notre premier débat. Faut-il des sanctions plus lourdes contre les casseurs ? Vous êtes 89,4% à dire oui. Une petite chronique présidentielle de Philippe Ponty, ça vous va ? Et ben, c'est tout de suite.